Et dans ce chapitre, le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, grand 1, étude expérimentale. Donc, on va parler de ce qu'on appelle la bobine d'Helmholtz. Bobine d'Helmholtz. Alors, la forme d'une bobine d'Helmholtz. Vous voyez ici l'image. Donc ici nous avons deux bobines. Là c'est le dispositif expérimental. Donc je vais essayer de la représenter au tableau. Alors donc les bobines d'Helmholtz sont constituées par deux bobines plates. La première bobine plate. La deuxième bobine plate. Les deux bobines, ils ont le même rayon. Ils ont le même nombre de spires. Nombre de spires, grand 1. Nombre de spires. Alors, ils ont le même axe. O1, O2. Ils ont le même rayon. Donc, le rayon de la première bobine, c'est grand R. Le rayon de la deuxième bobine aussi, c'est grand R. Et la distance entre les deux bobines, petit d, est égale aussi grand R. Donc nous avons ici deux bobines plates. Ils ont le même rayon, grand R. Ils sont distants d'une distance grand R. Ils ont le même nombre de spires. Ces deux bobines, ils sont parcourus par un courant continu d'intensité I. Un courant continu d'intensité I, dont l'intensité est réglable. Donc l'intensité qui parcourt la première bobine est identique à l'intensité qui parcourt la deuxième bobine. Donc nous avons la première bobine, il est comme ça, voilà. Et la deuxième bobine aussi, il est comme ça. Entre les deux bobines, il y a un espace. Alors cet espace-là, c'est l'espace compris entre les deux bobines plates. Alors, maintenant, lorsque j'utilise un appareil qui permet de mesurer ce qu'on appelle, c'est-à-dire les deux bobines, lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique, ils créent à l'intérieur, c'est-à-dire entre l'espace qui l'entoure et dans l'espace qui entoure les deux bobines, et à l'intérieur des deux bobines, ils créent ce qu'on appelle un champ magnétique. Le champ magnétique, il est noté par le vecteur B. Alors nous, on va s'intéresser au champ magnétique qui est compris entre les deux bobines, c'est-à-dire dans l'espace compris entre les deux bobines plates. Et on ne va pas s'intéresser à l'espace qui se trouve à l'extérieur de cette zone. Alors maintenant, ce champ magnétique, on peut mesurer son intensité à l'aide d'un appareil qui s'appelle le teslamètre. Alors cet appareil, il s'appelle le teslamètre. Alors cet appareil, je le place ici. Il va me donner par exemple 0,6 Tesla. Je le place ici, il me donne 0,6. Je le place ici, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6. Donc il me donne la même valeur en chaque point compris entre les deux bobines. On dit que l'intensité à l'intérieur ou bien dans l'espace compris entre les deux bobines, cette intensité, elle est constante. Alors maintenant, le vecteur champ magnétique à l'intérieur. Le vecteur champ magnétique à l'intérieur, ce vecteur-là, il est dirigé, il est parallèle, la direction, il est parallèle à l'axe des deux bobines. Il est parallèle à l'axe des deux bobines, il est dirigé, ici, dans ce cas-là, de la droite vers la gauche. Alors donc, en représentant le vecteur champ magnétique, en chaque point, il est toujours parallèle à l'axe O1, O2. Alors maintenant, pour savoir quel est le sens du vecteur B, on applique ce qu'on appelle la règle de la main droite. La règle de la main droite, c'est-à-dire, dans cette règle-là, alors le courant électrique, il circule dans ce sens. Donc les doigts, ils indiquent le sens du courant et le pouce, il indique quoi? Il indique le sens de B. Donc par exemple, voilà la bobine qui est là, d'accord? Je place la main, ça c'est le sens du courant, je place la main comme ça sur la bobine et le pouce indique le sens de B.
La même chose ici, voilà, le sens de B, il est dirigé dans ce sens. Supposons que le courant il circule de haut vers le bas, dans ce sens-là. Je place la main ici, donc le vecteur champ magnétique il est dirigé de l'autre côté. Alors pour vous, dans ce chapitre, on ne va pas vous demander dans un exercice ou bien un examen de représenter le vecteur B. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est que les deux bobines d'Helmholtz, ils nous donnent un champ magnétique. Ce champ magnétique, il est uniforme. Pourquoi uniforme? Ce champ magnétique est uniforme, ça signifie que le module du champ magnétique ou bien l'intensité du champ magnétique ne change pas en chaque point d'espace compris entre les deux bobines. Le sens ne change pas, la direction ne change pas. Donc, à l'intérieur, il y a un champ magnétique uniforme. D'accord? Donc, dans une région d'espace comprise entre les deux bobines, nous avons un champ magnétique uniforme. Il y a une relation mathématique entre l'intensité du champ magnétique, le rayon grand R, et le nombre de spires et l'intensité. Alors, cette relation mathématique, ça existe, mais ça ne fait pas partie du cours. Alors maintenant, on va parler de la représentation du vecteur champ magnétique. Alors, nous avons maintenant un vecteur champ magnétique. On va supposer que ce vecteur champ magnétique, il appartient au plan du tableau. Lorsqu'il appartient au plan du tableau, on va le représenter par un vecteur B. On va le représenter par un vecteur B et on sait que le vecteur, il a quoi? Il a une pointe, il a la queue. Ça, c'est la pointe et ça, c'est la queue. Alors maintenant, le vecteur B, il appartient au plan du tableau, c'est-à-dire il appartient au plan de la feuille. Maintenant, supposons que je vais représenter le vecteur champ magnétique par le silo. Alors, le silo, il y a ce qu'on appelle la pointe et il y a la queue. Donc ici, ça représente la pointe et ça représente la queue. Supposons que le vecteur B, il est perpendiculaire au plan du tableau, comme ça. Il est sortant, c'est-à-dire il est dirigé vers l'extérieur. Alors dans ce cas-là, on va le représenter par un cercle et un point B. Voilà. Donc un petit cercle, un point B, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le vecteur B, il est orthogonal au plan du tableau, pour vous au plan de la feuille, il est dirigé vers l'extérieur, il est sortant. Alors maintenant, si le vecteur B, il est dirigé de cette façon, c'est-à-dire ça c'est la queue et ça c'est la pointe. La pointe, il est dirigé à l'intérieur du tableau, pour vous à l'intérieur de la feuille. Alors à ce moment-là, on va le représenter par croix. Alors vecteur B, croix. Donc ici, vecteur B perpendiculaire, orthogonal au plan de la feuille et sortant, ici perpendiculaire au plan de la feuille et entrant. Alors maintenant, et la troisième, le vecteur B appartient au plan de la feuille. Alors maintenant, on va introduire à l'intérieur d'un espace où se trouve un champ magnétique, uniforme, on va introduire ce qu'on appelle, une particule chargée. Donc on va essayer de parler des particules chargées. Alors les particules chargées que vous connaissez déjà, alors ils sont les suivants. Premièrement, les électrons. Alors les électrons, ils ont pour charge électrique. La charge électrique, il est noté petit q, il est égal à moins E. Donc la charge électrique, il est égal à moins E. Avec E, une constante E est égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, cette valeur, ça fait partie des données d'un exercice. Alors maintenant, nous avons les protons. Alors, les protons, ils ont pour charge électrique Q est égale plus E. Et nous avons les ions. Alors, les ions, il y en a deux types. Il y en a les ions positifs et les ions négatifs. Donc, les ions positifs, X, N+, ils ont pour charge électrique Q est égal N fois E, plus N fois E. Et il y a les ions négatifs, notés Xn-, ils ont pour charge Q est égal moins
Ne. Alors maintenant, je vais ajouter ici une autre particule qui est très intéressante. Donc on va s'intéresser à la particule alpha. Particule alpha qui représente quoi? Qui représente le noyau d'hélium, He2 4. Alors cette particule a pour charge électrique Q est égale 2 fois E. Donc c'est la charge de la particule alpha. J'ai introduit la particule alpha pour vous mettre en évidence que ce chapitre, il est un petit peu, on peut le lier au chapitre nucléaire, c'est-à-dire, bon, les électrons, ça représente les particules bêta-, ce sont les électrons qui sortent du noyau. Les protons, ce sont les protons, bien sûr, ils figurent parmi les constituants du noyau. Et il y en a ce qu'on appelle les positrons. Alors, les positrons qui représentent la particule bêta plus, ils ont pour charge Q est égale la même charge que du proton, c'est-à-dire ils ont une charge, la même charge que le proton, Q est égal à plus E. Donc, on va appeler les protons, les neutrons, les positrons, les électrons, les ions positifs, négatifs, on va les appeler des particules chargées. Donc, lorsque je parle de particules chargées, c'est-à-dire je parle de l'une de ces particules. Alors maintenant, on va choisir l'une des particules et on va essayer de l'introduire à l'intérieur d'une zone où règne un champ magnétique. Donc une zone qui contient un champ magnétique. Et on va choisir ce champ magnétique, un champ magnétique uniforme. Donc ce champ magnétique uniforme, il sera créé par une bobine d'Helmholtz. Donc la bobine d'Helmholtz, il a un seul rôle, c'est de créer le champ magnétique uniforme, un point c'est tout. Donc je vais dessiner ici alors une région de l'espace dans laquelle il se trouve un champ magnétique uniforme et on va essayer de voir expérimentalement qu'est-ce qu'il arrive aux particules chargées. Alors donc, voilà la première zone. Donc celle-là, c'est une région d'espace dans laquelle il se trouve un champ magnétique. D'accord? Alors premièrement, en absence, c'est-à-dire ici nous avons un point, ça c'est la source. À partir de ce point-là, il y a émission d'une particule chargée, par exemple des électrons. Alors des électrons qui sortent à partir de ce point, ils se dirigent dans ce sens. Voilà, ils se dirigent dans ce sens avec une vitesse V0. Alors en absence du champ magnétique, la trajectoire des particules chargées est une trajectoire rectiligne. Maintenant, je vais créer un champ magnétique uniforme, tel que le vecteur B. Alors, le vecteur B, regardez comment il est parallèle à V0. Il est parallèle à V0, il est dirigé dans le même sens. Alors, qu'est-ce qu'on va constater expérimentalement? On va constater que les particules chargées, alors, garde la même trajectoire qu'avant, c'est-à-dire la trajectoire est une droite, c'est-à-dire c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc le mouvement ne change pas, la trajectoire ne change pas lorsque V0 est parallèle à B et dans le même sens. Je change le sens de B, alors je vais changer le sens de B, donc j'ai ici B et V0, ils ont des sens opposés. Qu'est-ce que je constate? Je constate aussi que la trajectoire des particules chargées ne change pas. Donc, on dit que le champ magnétique n'a pas d'effet sur les particules chargées qui ont une vitesse qui est parallèle V0, il est parallèle au vecteur B. Donc, si la vitesse des particules est parallèle au vecteur B, expérimentalement, on constate qu'il n'y a pas changement de trajectoire. Alors maintenant, deuxième expérience. Deuxième expérience, on va s'intéresser au cas où V0 est perpendiculaire, V0 est orthogonal ou bien perpendiculaire à B. Donc, V0 est perpendiculaire à B. Donc, nous avons ici, je vais choisir par exemple, le B, il est dirigé, alors croix. Croix, ça signifie que B, il est dirigé à l'intérieur, il est orthogonal au plan du tableau. Alors, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater une déviation de ces particules, ils vont être déviés et ils vont tracer quoi? Ils vont tracer ce qu'on appelle une trajectoire circulaire. Donc, j'aurai une déviation vers le haut, circulaire de cette façon, ou bien j'aurai une déviation vers le bas, comme ça.
Alors donc, ici, dans ce cas-là, la charge elle est positive et là, lorsque la charge elle est négative. Par exemple, si j'envoie des protons, les protons ils vont dessiner un cercle dirigé vers le haut, c'est-à-dire ils vont être déviés vers le haut, ils vont dessiner le cercle. Si j'envoie des électrons, alors les électrons ils vont être déviés vers le bas, ils vont dessiner un cercle. C'est-à-dire que le mouvement de ces particules chargées, protons, électrons et des ions, lorsque le vecteur vitesse V0 perpendiculaire à B est un mouvement circulaire. Et on va démontrer qu'il est circulaire uniforme en appliquant ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Donc ce sont des résultats expérimentaux et nous, avec la deuxième loi de Newton, on va essayer d'expliquer ces déviations et on va essayer de vous montrer pourquoi les protons ils sont déviés vers le haut et pourquoi les électrons ils se sont déviés vers le bas. Donc je répète maintenant, supposons que les électrons ils entrent dans une région d'espace où il y a un champ magnétique uniforme tel que voilà le vecteur B, alors avec une vitesse V0. Alors dans cette région d'espace, voilà, il est compris. Alors qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que les particules ils vont être déviées suivant des trajectoires. Certains ils vont être déviés dans ce sens et d'autres ils vont être déviés dans ce sens-là. D'accord? Alors à ce moment-là, donc si nous avons des particules chargées, alors voilà la vitesse. Donc ici, donc on constate qu'il y a une déviation de la trajectoire. Donc ça c'est V0. Donc nous aurons une déviation dans ce sens. Donc on va avoir ce qu'on appelle une trajectoire circulaire. Alors maintenant, on va essayer d'expliquer tout ça et on va essayer de donner les causes de cette déviation. Les causes de cette déviation. Donc, en résumé, des particules chargées, électrons, protons, ions, particules alpha, bêta moins, bêta plus, lorsqu'ils entrent dans une région d'espace où il y a un champ magnétique uniforme, je répète, champ magnétique uniforme. Le champ magnétique uniforme, on l'obtient à l'aide des bobines d'Helmholtz. Donc, c'est ça le rôle des bobines d'Helmholtz. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que ces particules, si le vecteur B est parallèle à V0, alors la trajectoire, si la trajectoire au début est une trajectoire rectiligne, il reste toujours rectiligne. Il ne change pas. Quel que soit le sens de B, à condition d'être parallèle. Alors maintenant, si le vecteur B est perpendiculaire, B est orthogonal ou bien perpendiculaire à V0, qu'est-ce que je constate? Je constate que ces particules, ils sont déviées et qu'est-ce qu'ils dessinent? Ils dessinent des trajectoires circulaires à condition d'avoir V0, B. Alors maintenant, on se pose la question. Si l'angle entre V0 et B, cet angle-là, alors il est différent de 90. Ici, l'angle alpha entre V0 et le vecteur B, il est égal à plus ou moins 90, c'est-à-dire pi sur 2 radians. Alors, dans ce cas-là, la trajectoire, la déviation, alors des particules chargées, il dessine quoi? Il dessine un cercle. Et on va démontrer que ce mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Par contre, c'est V0 et B, l'angle entre V0 et B qui est alpha. Alors, si cet angle il est compris entre 0 et 90, c'est-à-dire pi sur 2, c'est-à-dire différent de pi sur 2 et différent de 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir des trajectoires spectaculaires. Des trajectoires spectaculaires, ils ont sous forme d'hélice. Comme ça, sous forme d'hélice, c'est-à-dire des trajectoires dans l'espace. Ça ne fait pas partie du programme. Donc, notre programme s'intéresse à quoi? S'intéresse à la partie lorsque V0 est orthogonal à B, automatiquement, le mouvement est un mouvement circulaire. Et c'est un mouvement circulaire uniforme. On va le démontrer par la suite en appliquant quoi? En appliquant les lois que vous avez déjà étudiées. On va utiliser la deuxième loi de Newton. Alors, maintenant, quelle est la cause de la déviation? Quelle est la cause de la déviation?
Alors, la cause d'une déviation, lorsqu'un corps il est en mouvement, c'est-à-dire il est dirigé dans une direction bien déterminée, et automatiquement, lorsque on sent que ce corps-là, il commence à changer de direction, c'est-à-dire à se dévier de sa trajectoire, alors automatiquement, on déduit qu'il y a présence d'une force. Il y a présence d'une force. Dans notre cas, il y a présence d'une force. La force, il s'appelle quoi? La force magnétique. La force magnétique, ou bien il s'appelle la force aussi, force de Lorentz. Donc, force de Lorentz. Alors, cette force de Lorentz, appelée aussi force magnétique, alors, la force magnétique, alors, est notée grand F. Alors, grand F, et on va le noter ici, M, F, M. Donc, cette force magnétique, il a une expression, il est donné par la relation de Lorentz, F magnétique, il est égal à Q, V, produit vectoriel B, est égal à Q, V, produit vectoriel B. Q, c'est la charge électrique. V, c'est la vitesse de la particule. B, c'est le champ magnétique, le vecteur champ magnétique. Alors, ce symbole, c'est le produit vectoriel. C'est un opérateur. Donc, on va essayer, vous l'avez vu en maths, on va essayer de faire un petit rappel à propos de ce symbole qui est le produit vectoriel. Alors, en maths, vous avez deux vecteurs, U, produit vectoriel, V. Il est égal à un vecteur, W. Alors, donc, d'après cette relation, le vecteur W, il a les propriétés suivantes. La première, c'est que W, il est orthogonal à U, et W, il est orthogonal à V, c'est-à-dire il est perpendiculaire à V. On dit aussi que W, il est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Donc, nous avons deux vecteurs, voilà. Ça c'est V, ça c'est U. Alors, le vecteur W, c'est un vecteur qui est orthogonal à V, il est orthogonal à B, c'est-à-dire il est orthogonal au plan formé par V et U. Alors, son sens, il est dirigé ici, soit vers le haut, soit vers le bas. Alors, comment je peux savoir le sens? Alors, je peux savoir le sens en utilisant plusieurs méthodes. Dans ce cas-là, je peux utiliser ce qu'on appelle la méthode du tire-bouchon. Alors, la méthode du tire-bouchon, je fais tourner le tire-bouchon de V vers U. Alors, je vais utiliser ma main. Alors, ma main, il tourne dans le sens V vers U. Donc, lorsque je fais tourner la main, donc comme ça, alors je constate que la main se déplace vers le haut. Donc, automatiquement, ici, nous avons W, il est dirigé vers le haut. Alors, maintenant, le voilà. Nous avons ici, voilà, ça c'est V et ça c'est B. Alors, je fais tourner le tire-bouchon. Je constate que la main, il avance. Donc, le W, il est dirigé dans ce sens. Alors, donc maintenant, le module de W. Alors, le module de W, alors, il est égal, le module de U, fois le module de V, fois la valeur absolue de sinus alpha, avec alpha, c'est l'angle entre V et U. C'est l'angle entre U et V. Voilà. Alors, donc, je répète. Donc ici, je reprends. Nous avons les deux vecteurs. Le voilà. Donc, ça c'est U. Donc, je commence par le premier. Ça c'est U. Et ça c'est V. Je fais tourner le tire-bouchon de U vers V dans ce sens. C'est-à-dire de U vers V. Je constate qu'il monte vers le haut. Donc W, il est dirigé vers le haut. La même chose ici. Nous avons le U, il a le V. Je fais tourner comme ça. Alors je constate que ma main, il recule. Donc le W, il est comme ça. Alors maintenant, on va appliquer
ces méthodes pour bien comprendre le vecteur f qui est le produit vectoriel entre v et b. Et on va utiliser des méthodes plus simples que le tire-bouchon. Donc je vous ai montré ici le tire-bouchon afin de vous montrer une autre méthode qui est très simple, très rapide, facile à comprendre pour tout le monde. Alors maintenant, donc d'après celle-là, c'est-à-dire d'après cette relation, F magnétique, il est égal à Q V vectoriel B, voilà, la force F magnétique, je peux déduire les informations suivantes. F magnétique, il est à la fois orthogonal à V, il est à la fois orthogonal à B. Donc F magnétique est orthogonal à B. Alors voilà. Donc le module de F magnétique, ou bien la norme de F magnétique, il est égal à la valeur absolue de Q fois le module de V, alors V, voilà, fois le module de B, alors fois la valeur absolue de sinus de alpha. Alors alpha c'est quoi? Alpha c'est l'angle compris entre V et B. Je commence par V la première et B. Voilà, ça c'est l'angle alpha. Alors maintenant, pour simplifier l'écriture de la norme, alors on va poser, d'accord? Donc on va poser, alors on va noter F magnétique, la norme, tout simplement, on va la noter par grand F magnétique, et on va noter aussi B, la norme de B, on va la noter par B, et les normes, elles sont tous positives, d'accord? Alors, donc, aussi pour le V, on va le noter par V. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la force magnétique. La force magnétique, elle est égale à quoi? Elle est égale à la valeur absolue de Q fois V fois B fois la valeur absolue de sinus de l'angle alpha, puisque alpha, il est compris entre 0 et 180. Donc, il a un signe. Donc, j'introduis VB à l'intérieur de la valeur absolue. J'obtiens F magnétique. Elle est égale valeur absolue de Q, V, B, sinus alpha. D'accord? Donc, voilà l'intensité de la force magnétique. L'intensité de la force magnétique. Alors, l'unité de F, c'est le Newton. L'unité de Q, c'est le Coulomb. Alors, l'unité de V, c'est le mètre par seconde. Et l'unité de B, c'est le Tesla. Le Tesla, le sinus de l'angle n'a pas d'unité. Alors donc, ça représente l'intensité. Donc, nous avons défini les propriétés de Fm. D'abord, la direction. La direction de Fm est perpendiculaire à V. La direction de Fm est perpendiculaire à B. Et l'intensité de la force magnétique, elle est égale à la valeur absolue de Q fois V fois B. Donc pour simplifier, au lieu d'utiliser ces notations, on va utiliser les notations simples B, Fm et V. Bien sûr, ils sont tous positifs puisqu'il s'agit de normes. Nous avons ici défini les unités de chacune. Alors maintenant, il reste à déterminer le sens. Alors pour déterminer le sens, il faut suivre les exemples que je vais vous donner et vous devez bien sûr bien comprendre ces exemples parce qu'ils sont indispensables. D'accord? Je vais donner plusieurs exemples. Alors, vous allez essayer de répéter ces exemples à la maison, c'est-à-dire vous allez dessiner de la même façon, c'est-à-dire après le cours, vous allez dessiner de la même façon que moi et vous allez essayer de répondre aux questions suivantes. Donc ici, j'ai une région d'espace, la première. Voilà. Alors, je dessine ici une deuxième région d'espace. Voilà. Et une troisième région d'espace.
Une quatrième région d'espace. Une cinquième région d'espace.